Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour La Voix est libre, l'émission politique de la rédaction de France 3 Poitou-Charentes. Le pouvoir est-il rattrapé par la colère sociale? Manifestation des salariés de Goodyear, manifestation cette semaine des professeurs des écoles, profs, ouvriers, même combat. Le gouvernement est-il sans stratégie? Ces remèdes libéraux rassurent-ils la gauche? Et faut-il craindre des débordements? Face à ces interrogations et pour en débattre sur ce plateau, voici nos invités. Christine Antoine, porte-parole du Parti de gauche pour les Deux-Sèvres et membre du bureau national, justement. Yves Jamin, secrétaire départemental du Parti communiste français et co-porte-parole du Front de gauche. Ludovic Gaillard, porte-parole de Lutte ouvrière dans la Vienne. Et enfin, Alexandre Raguet, membre du Conseil politique national du nouveau Parti anticapitaliste. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord que l'on vienne sur, et c'est la première question que je vais vous poser, sur ce geste tragique cette semaine d'un chômeur devant une agence de Pôle emploi à Nantes. Première question, Christine Antoine, qui est responsable selon vous? Moi, j'ai surtout envie d'affirmer que c'était une catastrophe prévisible. Parce que la politique d'austérité qui est menée quand même depuis des années et qui continue à être menée depuis 9 mois ne peut créer que du désespoir. Donc, d'un côté, le désespoir, plus de quoi de vivre, plus de services publics, plus rien, donc plus d'accompagnement possible. De l'autre côté, on voit aussi les limites et surtout les résultats catastrophiques de la réforme qui a été faite de mise en commun des ACDIC et de la NPE et de la création de Pôle emploi, qui fait qu'aujourd'hui, y compris les salariés de Pôle emploi ne peuvent pas accompagner ce désespoir social. C'est pas d'abord leur rôle, mais ils n'ont plus les moyens de travailler. Donc effectivement, on a tous les ingrédients pour arriver à des situations comme ça et j'ai peur que ce soit un début. Yves Jamin, diriez-vous que le service public de l'emploi a été exemplaire sur ce qui s'est passé? Le service public de l'emploi, d'abord, il est dégradé, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de remplir ses missions. Et puis, je crois qu'il faut dire qu'on stigmatise souvent les chômeurs et que, moi, je voudrais rappeler qu'avant tout, le chômage, c'est souvent une situation qui est subie et c'est une souffrance. Et donc, ce genre de situation, effectivement, elle n'est pas étonnante. Je rappelle aussi que c'est quelqu'un qui a subi une double peine parce que il s'est retrouvé d'un seul coup sans revenu et avec une dette. Et donc, ce n'est pas possible de traiter effectivement les personnes qui sont privées d'emploi de cette façon. Et Ludovic Gaillard, pour vous, ce fait divers, ce drame social? Écoutez, d'une part, c'est bouleversant pour cet homme qui avait une quarantaine d'années, qui est intérimaire, et pour sa famille. Mais d'autre part, ce qui vraiment provoque la nausée, c'est la réaction de membres du gouvernement. Je pense à Ayrault, bien évidemment, le Premier ministre, mais aussi à Michel Sapin, qui a rajouté que tout avait été fait pour éviter ce drame. Mais pourtant, à l'heure actuelle, qui laisse exploser le chômage? Qui laisse les patrons licenciés à tour de bras? Et qui fait en sorte que les indemnités ne permettent pas de vivre suffisamment? La solution serait été en effet qu'il n'y ait pas ce taux de chômage qui avoisine les 5 millions de personnes à l'heure actuelle. Mais pour lutter contre le chômage, il faut s'en prendre au patronat, au grand patronat. Et ça, le gouvernement, le PS à l'heure actuelle, qui a tous les pouvoirs dans le pays, ne le veut pas. Alexandre Raguet, on peut dire que ce qui vient de se passer là, c'est la première victime du chômage, mais réelle? Non, je ne pense pas que c'est la première victime du chômage, mais je pense que c'est peut-être la première victime la plus emblématique et puis la plus tonitruante, entre guillemets. Et peut-être que ça peut aussi être un cri d'alarme pour que tous les travailleurs maintenant se disent que... Parce que je ne sais pas si on s'en rappelle, mais en Tunisie, c'est quelqu'un qui s'est immolé par le feu et ensuite il y a eu la révolution. Sidi Bouzid. Même si c'est un geste qui est horrible et je pense qu'on a tous aujourd'hui sur le plateau donné notre compassion à la famille et à ses collègues et ses amis. Je crois qu'il faut se dire que ça, il ne faut plus que ça arrive. Et justement, il faudrait qu'il y ait une réaction à la hauteur de ce qui s'est passé en Tunisie dans le domaine de ce qui est comparable. Alors justement, Christine Antoine, il y a un slogan de 1913 qui disait « Il ne faut pas désespérer Billancourt ». Est-ce que ce gouvernement écolo-socialiste est en train de désespérer Billancourt ? En tout cas, entre fatalisme et mesurette, il nous donne pas beaucoup d'espoir quand même, ce gouvernement. Donc, à un moment donné, même ce qui est proposé en termes pour les jeunes d'emploi d'avenir, les engagements électoraux de François Hollande divisés par deux, même ça, et c'est pas brillant les emplois d'avenir quand même en tant qu'avenir pour les jeunes, divisés en deux, les pactes à l'intérieur des entreprises, soi-disant entre les générations, etc. Et
là-dessus, il y a déjà à dire, mais même ça, tout ça s'est abandonné. Donc, effectivement, que les gens puissent se sentir abandonnés, surtout que rien n'est fait pour rétablir du lien social, puisque les services publics sont en train de partir comme ça, un petit peu en décalapitude, puisqu'il n'y a plus de moyens. Pôle emploi, aujourd'hui, devrait avoir des moyens énormes, puisque c'était une des priorités du gouvernement. Et on continue à donner des milliards au privé pour soi-disant accompagner des demandeurs d'emploi, alors qu'on a un service public qui a besoin de moyens. Donc il y a des choix qui coûtent même pas énormément, qui sont de la réorientation budgétaire. Même ça, c'est pas fait. Alors, avant de poursuivre ce débat, messieurs et dames, revenons sur l'actualité sociale précisément de la semaine. C'est la manifestation des salariés de Goodyear devant leur siège social de Rueil-Malmaison en région parisienne. Alors, à leur côté, il y avait bien sûr des salariés de Sanofi, de Renault, d'ArcelorMittal. Voyez d'abord ce reportage de nos confrères de la rédaction nationale, Julien Gasparuto et Alex Goraï. Ils sont arrivés en masse. 13 cars venus d'Amiens pour dire non à la fermeture de leur usine Goodyear. Goodyear fait d'énormes bénéfices, donc nous on n'est pas d'accord pour la restructuration. On peut très bien garder les emplois à Amiens. Ça va être 2000 personnes qui vont se retrouver au chômage, des familles dans la précarité, des crédits qu'ils ne vont pas pouvoir assurer. Aux côtés des Goodyear, des délégations arrivent de toute la France. PSA, Valeo, Sanofi, Arcelor. Les manifestants sont stoppés devant le siège de Goodyear par un comité d'accueil plutôt musclé. C'est qu'avec Sarko, on avait un garde mobile pour un sidérurgiste. Maintenant, on en a deux. Vive la gauche. Point commun de tous ces salariés, ils dénoncent les licenciements dans les entreprises qui réalisent des bénéfices, à l'image des Fralib. Là, dernièrement, ils viennent d'annoncer pour 2012 5 milliards de bénéfices nets. Donc un bénéfice net en progression de 7%. Donc voilà, ça va très bien pour eux, ce n'est pas des canards boiteux. Mais malgré ça, ils continuent à restructurer. François Hollande a promis une loi sur les licenciements boursiers visant à faciliter la reprise d'un site rentable et assurer de meilleures indemnités aux salariés, pas suffisant pour les syndicats. Elle ne va pas assez loin. Ce qu'il faut, c'est tout simplement interdire les licenciements, interdire aux patrons de fermer les usines et les entreprises. Il n'y a que ça qui pourrait protéger nos emplois, protéger nos conditions de vie. On ne vient pas demander des chèques à Goodyear ou à Peugeot ou à Renault, on s'en fout de ça. Si c'était le cas, ça fait longtemps que ça serait réglé. Nous, ce qu'on veut, c'est garder notre boulot. Arnaud Montebourg a annoncé que le groupe Titan, qui s'était porté candidat à une reprise partielle de Goodyear, retirait définitivement son offre. Ce n'est pas une surprise, ont déclaré les salariés, qui espèrent encore sauver leur usine. Alors Yves Jamin, vous vous souvenez de cette fameuse phrase de Lionel Jospin en 2001, « L'État ne peut pas tout ». Est-ce que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault doit-il interdire les licenciements ? Bien sûr qu'il doit interdire les licenciements boursiers. D'ailleurs, il y a une loi qui est prête, elle peut être votée demain. Elle avait été votée, je le rappelle, par une majorité de gauche, Parti socialiste et de sénateurs Front de gauche au mois de février, et elle peut être votée demain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire interdire les licenciements dans une entreprise qui fait des bénéfices, comme c'est le cas de Goodyear. Mais il y a aussi d'autres propositions. Par exemple, redonner du pouvoir aux salariés dans les entreprises à travers les conseils d'administration. C'est aussi un droit de veto suspensif dans les comités d'entreprise et qui est obligation d'étudier les solutions alternatives. Donc il y a des solutions et il y a une majorité politique pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Ludovic Gaillard, justement, par rapport aux gestes, aux décisions du gouvernement Ayrault, vous en attendez quoi? Les travailleurs, ils n'ont pas d'amis au gouvernement. Le gouvernement, enfin, ils ont deux ennemis, les travailleurs. Ils ont le patronat et justement le gouvernement PS flanqué des Verts pour l'instant, qui sont au service du patronat. Maintenant, vous savez, c'est un gouvernement de gauche selon vous aujourd'hui ou pas? C'est un gouvernement qui s'intitule de gauche, peu importe. Il n'est pas dans le camp des travailleurs, il est dans le camp de la grande bourgeoisie. Tous les gestes qui ont été faits depuis 9 mois l'ont été en espèces sonnantes et trébuchantes pour le patronat. Le crédit impôt compétitivité, 20 milliards d'euros, qui va être payé en partie par une dotation en baisse pour les collectivités locales. Et aussi, on va voir la TVA, la fameuse TVA sociale de Sarkozy qui va être mise en place. L'aumône qui a été faite pour l'augmentation du SMIC. Par contre, pour les patrons, c'est vraiment des choses concrètes qui sont mises sur la table. Et en préparation, la fameuse loi sur la sécurisation du parcours professionnel, qui est un accord scélérat entre le MEDEF et certains syndicats, la CFDT, la CGC et la CFTC, et qui va généraliser la flexibilité,
permettre au patronat de faire des baisses de salaire et forcer la mobilité sous peine de licenciement. Alexandre Reguet, pour poursuivre ce que dit Ludovic Gaillard, la direction de PSA annonce une perte sèche, vous l'avez entendu cette semaine, de 5 milliards d'euros. Alors l'État quand même a annoncé qu'il ne rentrerait pas dans le capital de l'entreprise. C'est une mauvaise nouvelle pour les salariés, selon vous ? C'est une très mauvaise nouvelle et moi je suis assez d'accord avec ce que dit Ludovic Gaillard. Je pense que non seulement le gouvernement n'est pas un ami des travailleurs, moi je pense que ce gouvernement n'est pas de gauche, je le dis. Parce que moi, vous le qualifiez de je le qualifie de libéral, de centre-gauche on pourrait dire, voilà par exemple. Donc, mais il y a une chose qui m'interpelle, et c'est juste sur Goodyear, parce que je voulais revenir là-dessus, c'est qu'en plus on essaye de criminaliser les syndicalistes dans cette affaire-là. C'est qu'on nous explique que c'est de la faute des syndicalistes qui refusent un plan qui est complètement antisocial et que de leur faute, aujourd'hui, tout le monde va se retrouver au chômage alors que ces gens-là, on leur proposait de travailler plus longtemps pour gagner moins. Enfin, je veux dire, c'est quand même inadmissible de faire passer les travailleurs qui se battent et qui ont tout à perdre pour les Christine criminels. Antoine, est-ce que vous lui faites confiance à ce gouvernement ? Je ne peux pas faire confiance quand moi je dis qu'aujourd'hui ce gouvernement qui nous avait annoncé, François Hollande, candidat, nous avait annoncé le changement, c'est maintenant. Moi je constate que le changement c'est le renoncement. C'est l'amateurisme et c'est la trahison. Donc je peux pas dire que c'est un gouvernement qui mène une politique de gauche. Après, à l'intérieur, il a été élu par des voix de gauche. Moi, j'ai envie d'interroger. Oui, j'ai envie d'interroger. Qu'est-ce qui fait des 4 millions de personnes du Front de gauche qui ont voté pour lui ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Où sont passées ces voix-là ? Mais y compris où sont passées les voix des gens qui espéraient un changement après Sarkozy. Et aujourd'hui, le changement, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on a renégocié le pacte européen, le pacte budgétaire européen ? C'est non. Est-ce que a priori, d'ailleurs, sur ce terrain-là, la France a été plutôt seule. Oui, mais attendez, la France est plutôt seule, mais attendez, à aucun moment il a été proposé par le candidat, enfin par le président François Hollande. Il va falloir vous habituer maintenant, oui, il est président. Que je m'habitue, oui. Mais j'ai du mal à m'habituer, mais parce que moi je veux pas renoncer. Mais à aucun moment il a été vraiment proposer une stratégie européenne aux partenaires européens qui aujourd'hui sont dans la même situation, sinon ça va encore plus loin puisque que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, que ce soit en Grèce, le travail il est déjà beaucoup plus avancé que chez nous. Donc, à aucun moment, il a vraiment été proposé des choses. Juste pour terminer, dire, s'il vous plaît. Sur le renoncement, sur la finance, on le voit. C'était, soi-disant, il nous avait dit, c'est son véritable adversaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le premier de ses 60 engagements en tant que candidat, c'était la banque d'investissement privé. Oui. Attendez. Il demande conseil à Lazare et il met Jean-Pierre Jouyet à la tête, qui est un ancien secrétaire d'État à Sarkozy. Où est le changement ? Sur la loi des licenciements, où est le changement ? Ça ne coûtait rien, c'était déjà fait. Donc, où est le changement ? Alors moi, je vous pose la question, dans ce que vous êtes en train de dire, et pour poursuivre, Yves Jamin, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer... Enfin, la question est simple, est-ce que vous avez envie d'en découdre avec ce gouvernement-là ? Moi, je ne vais pas dire les choses comme ça. C'est-à-dire que nous appelons, si vous voulez, notre cap, c'est de ne pas renoncer au changement pour lequel les Français ont voté et pour lequel on a voté au printemps dernier. Oui, mais vous vous sentez pas un peu mal à l'aise aujourd'hui au sein de ce gouvernement de gauche ? Écoutez, nous appelons au rassemblement de toutes les forces sociales, les forces syndicales, les forces politiques, les forces citoyennes, pour imposer un changement de cap à ce gouvernement qui, effectivement, s'est écarté du cœur de la majorité pour laquelle il a été élu. Ça veut dire que nous appuierons tout ce qui va dans le bon sens et, effectivement, nous nous battrons et nous pensons qu'il faut se battre pour pouvoir est-ce qu'il faut être en opposition aujourd'hui ? Est-ce que, clairement, vous êtes en opposition avec ce gouvernement ou pas du tout ? Ou c'est pas le moment ? Écoutez, nous nous opposons à ce qui ne va pas dans le bon sens, mais surtout, nous ne renonçons pas. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est possible aujourd'hui de changer de cap. Et nous voulons amener à la raison. Et je crois qu'aujourd'hui, les orientations du gouvernement font débat à gauche, y compris au PS. Et on peut déjà voir des choses qui ont bougé. Je prends l'exemple hier au Sénat. Il y avait un projet de loi sur l'énergie. Il y a eu une bataille parlementaire. Et on a réussi, les parlementaires du Parti communiste
communiste en particulier, à travers leur amendement, a allié aux changé cette parlementaires loi. de droite, aux sénateurs de droite. Mais on en parlera de la stratégie. Mais on parlera de la stratégie du Parti communiste au sein, effectivement, je veux dire, on a changé le contenu de cette loi et au Sénat, on a réussi à retrouver une gauche rassemblée. Tout à fait. Sur le bonus-malus, notamment. En particulier. Ludovic Gaillard, le grand soir n'est pas arrivé avec Nicolas Sarkozy. Viendra-t-il avec François Hollande? Vous savez, il faut faire confiance au patron. Il faut leur faire confiance. Ils ont les yeux rivés sur le profit à court terme. Vous savez, PSA, je reviens un peu sur ça. Bon, combien? Allez, 5 milliards d'euros de dépréciation d'actifs, en fait. Enfin, 4 milliards 700 millions. Enfin, si vous voulez, c'est pas des pertes de PSA. C'est une opération comptable. D'ailleurs, le directeur financier de PSA le dit lui-même. Si la situation économique s'améliore, ben, ces pertes auront disparu. Et il y a 300 millions d'euros qui sont provisionnés pour les 11 000 suppressions d'emplois. À l'heure actuelle, la lutte menée par les travailleurs de PSA à Aulnay, ils défendent leur emploi et leur salaire. Ça concerne tous les travailleurs, ceux qui sont menacés par des licenciements à l'heure actuelle, mais aussi ceux qui le seront demain. Et ce que je veux rappeler aussi, c'est que Sanofi, un groupe pharmaceutique français qui est riche à milliards d'euros, va supprimer 1000 emplois, dont des chercheurs à Toulouse, donc des Bac+8. Donc le chômage, c'est pas un problème de formation, comme certains politiciens veulent nous le faire croire, c'est un problème de rapacité des actionnaires. Alors oui, il faut se populariser des thèmes de lutte que sont l'interdiction des licenciements. Pas seulement des licenciements boursiers. Il y a des entreprises qui peuvent prétendre faire des déficits. Comment on vérifie ça ? On leur fait confiance. Ben nous, on n'a pas confiance dans le patronat. Donc la loi que pourrait proposer le gouvernement d'ici le 15 juin sur la proposition de loi sur la reprise des usines menacées, vous n'y croyez pas? Elle ne contraint en rien le patronat. De toute façon, elle ne dit pas que ça évitera les suppressions d'emplois. Et s'il n'y a pas de repreneurs, regardez Petroplus, ça fait des mois qu'on les balade de repreneur en repreneur. Alors vous comprenez, il n'y a aucune contrainte contre les patrons. Il faut répartir le travail entre tous, sans baisse de salaire, en prenant sur les profits accumulés par les entreprises et aussi sur les fortunes personnelles des actionnaires. Et deuxième chose, ouvrons les livres de compte des entreprises et des comptes personnels des patrons et des actionnaires. Et on verrait que de l'argent, il y en a justement pour augmenter les salaires et créer des emplois et aussi augmenter les pensions de retraite. Poursuivons cette émission. Vous venez de tenir votre 36e congrès, Yves Jamin, du Parti communiste. C'était le week-end dernier à Saint-Denis, en région parisienne. Avant de vous entendre sur la stratégie à venir de votre parti, de vous entendre tous d'ailleurs sur vos stratégies, vos militants ont pu constater que la faucille et le marteau avaient disparu des nouvelles cartes d'adhérents. Reportage de Anne-Gaëlle Matoxi et Jawar Nadi. Ils ont définitivement disparu des banderoles et autres affiches. Au congrès du PCF, faucilles et marteaux demeurent introuvables. Nous demandons à quelques congressistes de nous présenter leur carte. Ma nouvelle carte est restée en Vendée, mais bon. Voilà. Jusqu'à présent, la carte du parti, c'était ça. Le symbole y figure en tout petit et dans un coin. Mais dans la version 2013, faucilles et marteaux ont disparu au profit du logo de la gauche européenne. Les militants n'ont pas été consultés et les plus nostalgiques ne sont pas ce que l'on croit. Pour moi, ça veut dire beaucoup et c'est le genre de symbole qu'il ne faut pas oublier. Pour moi, ce n'était pas un symbole du Parti communiste français, donc je suis très content qu'il n'y ait plus les outils sur la carte. Ce qu'il faut, c'est faire la révolution. Après avec quelle bannière, qui compte le résultat. 1917, la révolution bolchevique. La faucille et le marteau apparaissent pour la première fois avec Lénine. Les communistes français s'approprieront l'emblème dans les années 20. Le symbole de l'union des ouvriers et des paysans trônera en tête de tous les tracts du PCF jusqu'en 96. Robert Hue décroche alors le symbole des banderoles aux grandes dames des militants. Il n'y ait plus le marteau et la faucille, ça me choque personnellement comme communiste. Et pourtant, en 99, c'est au tour de l'humanité d'abandonner le symbole. Pierre Laurent y travaillait encore. Aujourd'hui, premier secrétaire, il n'a donc pas l'impression de trahir la cause. Nous sommes engagés dans des transformations, nous les voulons révolutionnaires, mais nous le faisons dans le 21e siècle. En 2013, sur les stands du Parti communiste, on trouve des accessoires pour smartphones et même des préservatifs. Mais il est une ligne rouge que le parti se refuse à franchir, celle du changement de la couleur et du nom. Question d'identité. Alors Yves Jamin, c'est passé comme une lettre à la poste, l'enlèvement de la faucille et le marteau sur les cartes d'adhérents. Écoutez, nous on a été surpris, moi j'étais au congrès, et donc on a été surpris que ça faisait le buzz entre guillemets dans les médias, parce que ça n'a pas été du tout un sujet de discussion et qu'il n'y a même pas eu d'intervention à ce sujet. Donc si vous voulez, écoutez, y compris, ça faisait 2 mois qu'on avait notre nouvelle carte. Donc si vous voulez... Là, vous saviez qu'on allait en parler quand même.
C'est tout un symbole qui tourne, non? Écoutez, on pensait que ce qui intéresserait plus les médias, c'était le contenu du congrès, le contenu réel et le fond. Voilà, donc après, la faucille et le marteau n'a pas toujours été présente sur la carte du Parti communiste. Pierre Laurent d'ailleurs l'a montré, une carte de 1944. Il y avait les couleurs bleu, blanc, rouge, puisque c'était le parti des fusillés, c'était issu de la résistance. Voilà, elle est apparue à partir de 1925, je crois, sur la carte du Parti communiste. Elle est venue, elle est repartie. Mais bon, pour nous, je veux dire, ce qui compte, c'est quand même un communisme de nouvelle génération qui est lancé, une voie qui est ouverte avec ce congrès et une unité, je veux dire, qui a été retrouvée autour de notre orientation politique et de notre stratégie, et dans laquelle, après une période qui a été de recherche et de confrontation. Alors justement, autour de cette table, vous êtes 3 sur 4, vous êtes présentés aux dernières élections législatives. Je ne vais pas vous donner vos scores, mais effectivement, dans les 3 circonscriptions des Deux-Sèvres, la 2e circonscription des Deux-Sèvres, la 1re de la Vienne et la 3e de la Vienne pour Alexandre Aguet. Est-ce que vous n'êtes pas face à une vraie contradiction aujourd'hui, vous, force de gauche, d'opposition, c'est que vous n'êtes pas crédible électoralement? Vous savez, le programme qu'on défend, c'est un programme de lutte. Quand Nathalie Arthaud a fait la campagne des présidentielles et tout, elle disait très bien que les élections, c'est pas ce qui permet de changer les choses. C'est un thermomètre, c'est le moyen de défendre nos positions dans le cadre de la campagne. Mais justement, la seule manière de changer le rapport de force, à l'image de ce qu'ont fait les anciens en 1936, lorsqu'il y a eu 3 millions de grévistes, eh bien, ce qui était impossible au niveau des congés payés et de la semaine de 40 heures, eh bien, tout d'un coup, c'est devenu possible. Parce que la peur avait changé de camp. Elle était dans le camp du patronat à cette époque. Si je vous entends bien, les urnes, c'est une chose, mais c'est pas forcément la fin en soi. Non, bien sûr, c'est un moyen de s'exprimer avec les limites de la démocratie bourgeoise. Mais nous, on s'adresse aux travailleurs sur un programme de combat. De toute façon, on pense qu'il y aura des explosions sociales, que craint Manuel Valls, entre autres, en essayant de dire qu'il a peur de la casse de l'outil social, Manuel Valls. Aujourd'hui, tous les 4 ici réunis, le moment est venu d'une explosion sociale, Alexandre Aguet ou Christine Antoine? Oui. Je veux dire, on le voit, il y a des signes aujourd'hui, c'est-à-dire que les travailleurs sont en train de faire le lien, vous le disiez dans votre introduction, c'est-à-dire Goodyear, Fralib, et puis les enseignants, etc. Donc les liens sont en train d'être faits. Aujourd'hui, il y a une responsabilité aussi des directions syndicales d'accompagner ce mouvement-là. Moi, je dirais une chose, les socialistes ont voulu la paix avec la finance. Contrairement à ce qu'ils nous avaient annoncé, ils auront la guerre sociale. Alors après, à quel moment, ça, nous les politiques, on ne peut pas décider de ça. L'économie d'aller à un conflit social, les gens ne vont jamais à un conflit social par plaisir. C'est pas facile un conflit social. Donc à chaque fois, la stratégie, c'est on essaye toutes les voies, on réessaye encore une voie qui passe par des élections, y compris des élections toujours les mêmes, en se disant cette fois-ci ils vont peut-être y aller. Mais vous allez voir que là, il va y avoir des réponses sociales. Vous n'êtes pas en train de faire le lien, en tous les cas, du Front National, qui, lui, depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, arrive 2e, voire 3e, à tous les scrutins. Et que ce sont ces électeurs-là, ou ces candidats, qui font les plus forts scores sur cette stratégie-là. Pas nous les responsables de ça. Justement. Comment vous les regardez? Allez-y. Moi, je crains pas des mouvements sociaux ou des irruptions sociales. Je les souhaite. Moi, je crains pas. Je les souhaite vraiment de tout cœur. Voilà. Après, justement, je pense que c'est ça qui empêchera le Front National d'augmenter. C'est quand les travailleurs, et pas que les travailleurs, quand on dit travailleurs, il faut entendre les jeunes, les chômeurs, c'est tous ceux qui vendent leur force de travail. C'est ces gens-là qui doivent se réapproprier une conscience de classe. Et le Front National, il augmente par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas une alternative crédible, politiquement, à gauche, du PS, qui est capable de donner la perspective du pouvoir. Alors les alternatives, parce qu'on va évoquer, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission, mais dans un an, il y a une prochaine échéance, sont les élections municipales. Est-ce qu'on peut imaginer ici des alternatives, une stratégie d'union des gauches, mais toutes les gauches, pour des scrutins municipaux, par exemple? Christine Antoine, vous le souhaitez, vous le voulez? Avec la gauche, socialiste, écologiste. Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, il y ait des réponses politiques qui soient apportées. Voilà, ça c'est ma réponse. Donc les personnes et les organisations politiques, c'est le travail que l'on fait au niveau du front de gauche sur un programme, sur une méthode de gestion d'une collectivité territoriale, parce qu'il faudra bien se poser la question. Quand d'un côté on donne des marchés à Bouygues dans une collectivité territoriale, excusez-moi du peu, ça on peut s'interroger. Vous pensez à la ville de Niort là? Oui, je pense à la ville de Niort. Moi je viens les téléspectateurs. Voilà, des Deux-Sèvres, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a des choix politiques
politiques sur lesquels on doit répondre, parce que ces élections municipales seront aussi des élections très politiques nationalement. Alors, tour de table, Ludovic Gaillard, lutte ouvrière seule ou accompagnée en 2014? On s'est toujours présenté aux élections, on a profité, était présent justement pour défendre l'objectif de lutte dont j'ai parlé tout à l'heure, et en se plaçant sur le terrain du communisme révolutionnaire. Maintenant, notre préoccupation à l'heure actuelle et tout, c'est pas les échéances qui vont avoir lieu dans un an, c'est la situation sociale à l'heure actuelle, et c'est vraiment la guerre sociale que mène le patronat. Le patronat, les patrons, ils sont à l'offensive, et je pense notamment, vous savez, à la COP Atlantique à Agrande, où il y a 150 emplois qui sont menacés, à Autoliv Isodelta, où ils voient des machines partir en Roumanie, ils ont des heures supplémentaires à Tire-Larigot, et là, ce qui se profile à l'horizon, c'est du chômage partiel. Eh bien, à un moment, il faudra une réaction collective, parce que les travailleurs, ils n'ont que leur emploi pour vivre. S'ils n'ont plus d'emploi, c'est une catastrophe. Alexandre Arguet et Yves Jamin, même constat, en 10 secondes, s'il vous plaît. Je vais aller très vite, mais moi je pense qu'il faut effectivement réussir à rassembler une gauche. Moi, je ne comprends pas des gauches. Je pense qu'il y a deux gauches. Je pense qu'il y a une gauche que je qualifie de centre-gauche et une gauche, une vraie, qui est radicale. Et je pense, par contre, c'est un mix, en fait, entre le Front de gauche et lutte ouvrière. Je pense qu'il faut s'ancrer d'abord dans les luttes pour ensuite préparer une alternative dans les élections. Vous lui laissez la mot de la fin. Ce qui nous intéresse, effectivement, ce sont les contenus politiques que l'on discutera, sur les services publics, sur la réponse aux besoins des populations, sur l'emploi. Et c'est ça qui sera notre boussole. Et nous souhaiterons avoir le rassemblement le plus large possible sur des contenus, effectivement, le plus large possible, et quels sont les objectifs politiques que nous pourrons atteindre. Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent à cette émission La Voix est libre. Merci à vous. Dans quelques instants, le Midi Pile. Bon week-end à tous et à très bientôt.